crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter une information fondamentale pour la fin de saison de biathlon. Johannes Bö met un terme à sa saison, le triple tenant du titre du Gros Globe, le Norvégien qui écrase le biathlon mondial depuis 3 ans et la retraite de Martin Fourcade, lui un des meilleurs fondeurs biathlètes de tous les temps si ce n'est le... phénoménal dans la saison 2018-19 avec un record de victoires, des globes dans tous les globes de toutes les spécialités. Il s'était imposé ensuite en 2019-2020 et 2020-2021 avec une domination un tout petit peu inférieure, mais il avait pris des pauses, il avait sauté des week-ends. Le patron du biathlon, c'était lui. Cette saison, elle était compliquée, mais on a bien vu qu'il s'était fixé un objectif et que c'était les Jeux, et c'était ça son objectif. Il explique aussi les raisons de son départ. Il veut repartir sur un nouveau cycle de 4 ans parce que son objectif, c'est les Jeux de 2026 aussi, les classements généraux qui y vont. Il a besoin de faire une pause, on peut bien le comprendre. Il prend soin de son fils, bref, tout un tas de choses. Johannes Bö met un terme à sa saison. Comment dire, on pouvait peut-être un peu s'y attendre. La saison 2021-2022 de Johannes Bö, elle n'est pas... on parle dans des standards qui sont, on va replacer dans son contexte, on part de standards qui sont exceptionnellement hauts, on attend de ce type d'athlète absolument énorme, il était attendu comme une star des Jeux d'hiver et il l'a été, on attend à chaque fois des saisons exceptionnelles, à la Martin Fourcade de l'époque, à la Lewis Hamilton, des saisons à la Djokovic, Nadal, Federer, des trucs, des dominations monstrueuses, comme il a pu nous le montrer. Vraiment, parce qu'il a vraiment écrasé la discipline. Cette saison, c'était compliqué. Alors, on sait aussi qu'il avait annoncé que son objectif, c'était les Jeux, et on le sait, un peu comme dans le cyclisme, prévoir des pics de forme à des endroits précis, c'est compliqué, et ça requiert une préparation tout autre que de pouvoir être performant tout au long de la saison. Et on l'a bien vu. Il n'était pas spécialement en forme, il avait surtout des soucis aussi avec son tir, le ski ça allait de mieux en mieux, on voyait qu'il était quand même sur une pente ascendante, donc voilà, il y avait quand même des choses qui nous montraient que ça allait être, il pouvait être intéressant en tout cas pour les Jeux Johannes Bö. Mais la saison jusque-là elle est pas bonne, au tir c'était catastrophique, notamment tir couché, debout, il en mettait de partout, il a fait des trucs terribles, il a fait des 10 sur 20, des 13 sur 20, il arrosait de partout, il faisait pousser des plantes un petit peu partout, il avait un petit jardin et puis il fallait l'arroser, donc il en a mis un petit peu partout. Mais ça posait quand même des questions, moi je ne retrouvais pas Johannes Bö, mais d'un autre côté, mentalement, je le trouvais assez présent et assez, entre guillemets, serein. Il a dit, il faut que j'arrête de pleurnicher, il faut que je me reconcentre sur mes objectifs, il faut continuer d'avancer. Donc, et c'était pas un discours du tout défaitiste en disant, ouais, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Non, il avait l'air très serein, il a fait cette pause que les Français n'ont pas fait avant les Jeux aussi. Alors, je sais plus quelle étape c'était avant Antols, faudrait que je retrouve, c'était avant Antols. Il a fait cette pause, c'était Oberhof ou Ruhpolding, il a peut-être pas fait Ruhpolding. Il a fait cette pause qui lui a permis du coup de se régénérer, de repartir sur un cycle, être un petit peu en hauteur, de retrouver les conditions pour arriver en pleine forme aux Jeux, et il a été sensationnel aux Jeux Olympiques, il faut le dire, il a été monstrueux sur la piste, une démonstration lors du sprint et de la mass start. Dans les relais, il a été énorme, il fait clairement gagner le relais mixte, il remet le relais masculin sur le devant, et à l'individuel, il fait 3ème avec des temps de ski. Bon, tout le monde était loin derrière Quentin, mais il a été fantastique, à part sur la poursuite où il se plante, et encore parce qu'il a pas de bol, parce qu'il se prend un moment où il y a un maximum de vent, il est fantastique sur ces Jeux Olympiques. Alors je sais qu'il y a Quentin Fillon-Maillet, mais c'est le biathlète de ces Jeux. 4 médailles d'or, voilà, c'est violent, quoi, c'est violent. Avec Quentin et Martha Olsbus, ce sont les biathlètes de ces Jeux. Donc, au fond, Johannes Bö, il a rempli son objectif. Son objectif de saison, c'était les Jeux. Les Jeux, c'est coché. Il a 2 titres individuels, une autre médaille, et les 2 titres en relais. Je veux dire, il ne peut pas faire mieux. C'est fantastique ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. C'est un niveau de fou furieux. Et
voilà, il a réussi à outrepasser ses difficultés au tir. Voilà, hein, au tir, j'avais vraiment la sensation de retrouver, notamment sur le debout, le Johannes Beu des saisons il y a 6 ans, quoi. Enfin, où il était en dessous de 80% ou aux alentours des 80% de réussite. Voilà, il avait quelques petites difficultés. Donc, il a été fantastique lors de ces jeux. Il a rempli son objectif. Et en plus, quand il voit le niveau de Quentin et là où il est au classement général de la Coupe du Monde, la décision pour lui de mettre un terme à sa saison, elle se comprend complètement, parce que au classement général de la Coupe du Monde, Johannes Beu, il est à 226 points de Quentin. Je veux dire, il y a un gouffre, mais monumental. Enfin, il a quasiment 200 points de Quentin, il a 196 points. Donc, il y a un gouffre énorme, c'est plus de 3 victoires, sachant que Quentin a un niveau énorme, et devant, il faut battre des mecs qui sont très très en forme. Donc, cette décision, je la comprends complètement, en fait, parce que il n'avait pas l'objectif Coupe du Monde gros globe cette saison. Il s'est fixé ailleurs, et je trouve ça d'ailleurs très fort dans l'approche de se dire le gros globe, je l'ai fait 3 fois de suite, j'ai fait ce que j'avais à faire sur la Coupe du Monde, maintenant je vais me focaliser sur les jeux et je veux marquer les jeux. Et il l'a fait. Et il faut se rendre compte de la performance que c'est, et mentalement d'arriver à se préparer en allant sur des courses de Coupe du Monde que d'habitude tu écrases. Et mentalement, il fallait rester dedans et rester fort pour continuer d'avancer et de se dire que c'est pas grave, son objectif c'est les jeux. Ouais, je me prends des tôles, ouais, bah je fais 15e, je fais 20e, je suis nulle part, je fais des photos tir, je suis déconcentré, je suis pas dedans. Et il a réussi à se remobiliser, à rester serein, il était sûr de sa force, et les démonstrations qu'il fait au jeu en engageant les tirs, ah non, j'ai trouvé ça fantastique. Honnêtement, j'ai trouvé ça fantastique parce que là, avec du recul, je me dis qu'il faut avoir vraiment des énormes couilles, quand même, hein, il faut le dire, pour se lancer dans ce plan-là, de se dire ok, Coupe du Monde, de côté, moi c'est les jeux, que les jeux, je vais fracasser les jeux, et le faire, c'est arriver à se préparer à ce point et répondre présent tout en l'annonçant, c'est all time, c'est énorme de faire ça. J'ai pas le souvenir, vous voyez Martin Fourcade quand il fait les jeux, alors on peut aussi trouver que c'est fort les deux façons, d'arriver à la fois à matraquer les jeux comme il avait fait en 2018, ou voilà, et de gagner la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Mais de dire ok, que de côté et tout ça, je trouve ça dingue aussi, quoi, parce qu'il était franchement absent, quoi. Enfin, je veux dire, il a fait 4 podiums, Johannes Beu, depuis le début de saison. Enfin non, 3 podiums depuis le début de saison. Donc c'est-à-dire que sur les épreuves individuelles des jeux, il en a fait autant que sur toute la saison de Coupe du Monde. C'est lunaire, mais c'est Johannes Beu. C'est un des 3-4 meilleurs biathlètes de tous les temps. Il a marqué son époque. Il a concurrencé Martin Fourcade. Enfin, je veux dire, c'est un athlète hors norme. Il faut se rendre compte, c'est un athlète hors norme, Johannes Beu. Il n'a pas la lumière qui... Alors, aux Jeux Olympiques d'hiver, il l'a parce que JO, exposition. Mais c'est un athlète hors norme. Il faut se rendre compte de ce qu'il fait, ce mec. C'est fou. C'est complètement fou ce qu'il fait en biathlon. Franchement, c'est énorme. 55 victoires en Coupe du Monde. Il y a quand même 10 globes. Je veux dire, 12 titres de champion du monde. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Maintenant, 5 titres olympiques. Enfin, Johannes Beu, il n'a que 28 ans. Donc, franchement, respect éternel. Maintenant, les perspectives de la saison de Coupe du Monde. Alors, on va moins parler de Johannes Beu, puisqu'il y sera pas. Mais pour Quentin, c'est une brèche énorme. Alors, je suis pas sûr que Johannes Beu était vraiment le concurrent de Quentin sur la fin de saison. On va reprendre tout ça. Il ne reste que 3 étapes. Okay, il reste Kontiolahti, Otepää et Oslo. Okay, il reste 3 sprints. Il reste 2 poursuites, 2 mass start. Quentin Fillon-Maillet a un boulevard pour aller chercher le gros globe. On est d'accord. Parce que il est dans une dynamique folle. Il a passé un palier fou. Il a été énorme au jeu, ok, et sur le plus haut échelon possible du sport du biathlon, il a été énorme. Il a répondu présent. Et surtout, je trouve que mentalement, il a assumé son statut de manière fantastique, et c'est très très fort. Et surtout, je trouve que derrière, il y a des biathlètes qui perdent un petit peu le rythme. Émilien Jacquelin, qui était hyper régulier,
perd un peu les pédales complètement, hein. Je reparlerai d'Emilien quand la saison reprendra, parce qu'il y a pas mal de choses à dire au niveau mental, d'implication, de préparation, voilà, lui c'est dans la tête que ça se passe. Sébastien Samuelsson, au niveau du tir et du ski, il a baissé. Tariebeu, il a un petit cran en dessous, mais il est très fort, mais il ne gagne pas. Il n'y a plus Johannes Beu, et après on a Vetle Christiansen, et on arrive loin, parce que c'est des biathlètes qui sont très forts, mais qui ne sont pas concurrents à la victoire tout le temps. Donc Quentin, il a vraiment un boulevard. Ça fait clairement un et demi de moins, et il faut pas oublier qu'il a quand même 135 points d'avance. C'est énorme. C'est énorme, il a plus de 2 victoires d'avance. Alors j'ai pas le classement quand on retire les 2 moins bons résultats de la saison, mais Quentin a un boulevard. Quand je vois ce qu'il fait, le cap mental qu'il a passé, il va arriver, il va être lancé comme une balle, et ça va être très très dur de l'arrêter. Donc voilà, ce retrait de Johannes Beu, pour Johannes Beu, c'est vraiment significatif. Pour Quentin Fillon-Maillet, oui, peut-être que psychologiquement, c'est peut-être dans la tête qu'il va se dire « Attends, il n'y a plus Johannes Beu, voilà, mais attention à ce que ça ne fasse pas un changement complètement mental, où il se dit « Putain, il n'y a plus Johannes, j'ai pas le droit de pas aller chercher le classement général cette saison, parce qu'au fond, il y avait Johannes, et il écrasait déjà tout, donc ça ne doit pas changer son approche mentale. En tout cas, j'espère qu'il ne le fera pas. » Voilà pour ce petit podcast sur Johannes Beu, j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et on se retrouve très prochainement. Ciao, à plus.